Salut à tous, c'est les rentiers. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette toute nouvelle vidéo FAQ où on va répondre à toutes les questions que vous avez parce que vous êtes nombreux à nous poser des questions, que ce soit sur le business de conciergerie, sur la sous-location, sur l'investissement immobilier ou sur notre vie en général. Donc, on a décidé avec Ryan de faire une vidéo environ par mois où on va répondre justement à toutes vos questions. Donc, encore une fois, si vous avez des questions, que ce soit sur tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à nous les poser directement en commentaire. On va y répondre avec un grand plaisir. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on va se présenter rapidement. Qui sommes-nous? Je m'appelle Martin et je suis avec mon collègue du coup et associé et ami Ryan. Donc on a créé le business de conciergerie ensemble il y a maintenant 2 ans. Donc un business de conciergerie, c'est quoi? C'est un business de prestation de services où on s'occupe de gestion d'appartements en location courte durée. Après on a switché aussi sur tout ce qui est sous-location, qui est un petit peu en soi l'évolution du business de conciergerie où on va louer des appartements en location longue durée et on va ensuite les sous-louer en location courte durée. On investit aussi dans l'immobilier du coup depuis maintenant environ 1 an. Donc on achète des appartements et on en fait des logements atypiques sur Airbnb. Et donc depuis aussi maintenant environ 7 mois, on fait de l'activité de conseil. Donc on va aider des personnes qui sont intéressées par le business de conciergerie et le business de sous-location à se développer justement dans ce business avec pour objectif de récupérer au moins un appartement en sous-location ou 3 appartements en conciergerie après 90 jours. C'est parti du coup Ryan, je te pose cette toute première question. Comment est-ce qu'on fait pour calculer la rentabilité d'un appartement en sous-location? Écoute Martin, c'est hyper simple puisque la sous-location c'est un des business qui justement te permet d'être sûr que tu vas rentrer de l'argent avant même de commencer ce business. Et donc pour faire le calcul, il y a 2 points à prendre en compte. Le premier, c'est les revenus générés par la sous-location en question sur Airbnb. Donc pour ça, il y a RDNA. C'est un outil qui te permet, lorsque tu payes, de voir sur chaque ville et même par rue les revenus générés par les Airbnb. Et donc, si par exemple tu veux faire un studio ou un T1, tu vas sur la ville en question, tu tapes l'adresse où est-ce que tu as vu le potentiel bien en sous-location que tu vas récupérer et ensuite tu pourras voir les revenus générés par les Airbnb similaires dans cette rue. Le deuxième point à prendre en compte, ça va être les charges. Forcément, quand tu fais de la sous-location, tu as des charges. Donc, que ce soit le loyer, l'eau, l'électricité, etc. Ça, il faut le prendre en compte. Et une fois que tu as ces 2 points, donc les revenus générés par le Airbnb et les charges, ta marge va se faire entre ces 2 choses-là. Donc, ce que tu vas gagner moins ce que tu vas dépenser. Et donc, c'est comme ça que tu peux être sûr, avant même de lancer ta sous-location, que tu vas faire de l'argent. Ok Martin, deuxième question maintenant. Si on parle un petit peu immobilier en général et pas forcément conciergerie, quels sont pour toi les signes d'un mauvais investissement immobilier? Alors si on parle d'investissement locatif, il n'y a qu'un seul signe à regarder, c'est la rentabilité. Et pour ça, tu vas voir tout ce qui va être rentabilité nette et aussi la rentabilité brute. Et nous, on va considérer que la rentabilité nette. Et donc, pour calculer justement cette rentabilité nette, il faut que tu considères tout ce qui va être rentrée d'argent, donc les loyers, moins les dépenses que tu vas avoir. Donc, ça va être tout ce qui va être charges, eau, électricité, taxes foncières, etc. Et que tu divises justement ce résultat par le prix du bien et donc en gros tu auras un rendement qui va être en général compris entre 6 et 14%. Pour un projet immobilier, on va considérer qu'un investissement rentable tourne à 8%. Pourquoi? Parce que 8%, ça correspond au seuil d'autofinancement, c'est-à-dire à partir du moment où en gros le bien va s'autofinancer par rapport au crédit que tu vas avoir si tu fais un crédit à 100% sur cet appartement. Donc le loyer en gros va couvrir la charge complète du crédit. Donc 8%, c'est vraiment le seuil minimum pour avoir un autofinancement et pour en gros sortir 0 € de sa poche. Et forcément, quand on va chercher des rendements qui vont être supérieurs à 10%, à 8%, c'est là où justement on va sortir un cash flow positif. Donc ça, c'est une question qu'on nous a souvent posée justement dans la conciergerie. Quel a été l'élément le plus difficile que tu as rencontré sur ton chemin et comment est-ce que tu as fait pour le surmonter? Honnêtement, je pense que tu vas être d'accord avec moi, mais l'épreuve la plus difficile qu'on a rencontrée lorsqu'on s'est lancé en conciergerie, c'est au tout début justement, lorsqu'on faisait tout nous-mêmes, on avait justement du mal à déléguer à des prestataires. Et je sais pas si tu te rappelles justement de ce premier été où on faisait les ménages nous-mêmes, on faisait 2-3 ménages par jour, il faisait 35-40 degrés, on était en 2022 et on avait cette crainte de se dire ok, il faut qu'on délègue, mais on avait peur premièrement que ce soit mal fait et on avait aussi la peur de se dire ok, ça va faire de la trésorerie en moins, etc. On était vraiment à nos débuts dans l'entrepreneuriat et on voyait pas un petit peu que cette tâche justement là, c'était une tâche qui nous évitait, qui nous permettait pas du moins de scaler notre activité, sauf qu'au bout d'un moment, on a vraiment croulé sous les tâches
par rapport au développement, puisqu'on continuait de rentrer des logements encore et encore. Et donc, au bout d'un moment, on n'a pas eu le choix. On a délégué à un prestataire de ménage. Et la première expérience, elle a vraiment pas été bonne, puisqu'on avait pris une boîte d'intérim, une personne en ménage qu'on avait payé 200 €. Et au final, elle avait quasiment rien fait. Du coup, on s'était retrouvé à refaire le ménage. Et c'est ensuite qu'on avait compris comment bien le déléguer en trouvant justement des prestataires qui étaient auto-entrepreneurs. Et donc, à partir de ce moment-là, on a vraiment compris que déléguer, c'était hyper important et qu'il y avait des processus à pouvoir mettre en place pour éviter justement qu'on ne soit pas satisfait en termes de qualité. Martin, là, je vais te poser une question, ou du moins, c'est pas une question, puisque en général, les gens nous le disent de manière affirmative, c'est est-ce que la sous-location, c'est illégal? Alors ça, c'est vrai que c'est un sujet tabou et la sous-location, ça peut être illégal uniquement à partir du moment où tu le fais en tant que particulier. C'est-à-dire que quand tu fais un bail habitation avec un propriétaire de manière lambda, donc quand tu es locataire à titre particulier, là, la sous-location et sous-louer l'appartement plus cher par rapport à ce que tu loues, c'est totalement illégal. Par contre, lorsque tu fais la sous-location en tant que professionnel, donc soit en tant qu'auto-entrepreneur ou soit en tant que société, que le propriétaire est mis au courant, donc il y a un bail spécifique justement avec le propriétaire et que tu as pris une assurance spécifique aussi pour faire de la sous-location, alors ce business est totalement légal. Et nous, clairement, aujourd'hui, avec notre société de conciergerie et de sous-location, on a environ 7 logements en sous-location, on est en train de rentrer le 8e et on est en toute légalité et les propriétaires sont clairement au courant qu'on gagne plus d'argent par rapport au loyer qu'on va dépenser. Alors Ryan, je vais te poser une question que justement peu de personnes savent que c'est possible. Comment est-ce qu'on fait pour devenir rentier avec un seul appartement? Écoute, c'est une très bonne question et c'est vrai qu'on a souvent dit qu'on pouvait justement devenir rentier avec un seul appartement et c'est vrai, je confirme bien que c'est possible, puisque pour donner un exemple déjà, on a notre ami Axel Mailleux qui est justement rentier avec un seul appartement. Alors il faut savoir qu'il y a il y a plusieurs manières en quelque sorte d'être rentier avec un seul appartement. La première, ça va être de trouver un logement qui est vraiment à rénover de fond en comble et derrière faire vraiment quelque chose de qualité, un peu ce qu'a fait Axel. Donc en soi, il a récupéré un appart qui était vraiment très très moche. Il a fait quelque chose de magnifique avec une architecte d'intérieur. Il a rajouté 2 chambres, donc ça a vraiment donné une valeur énorme au bien et du coup, il l'a mis en location courte durée. Donc forcément, ça cartonne. Et la deuxième manière, ça va être justement de faire des logements atypiques. Forcément, si on fait des logements comme tout le monde, des logements classiques sur Airbnb, eh bien, on va avoir une rentabilité qui va être qui va être bien, mais on ne pourra pas aller chercher le SMIC ou plus. Mais par contre, si on fait des logements atypiques, donc style Love Room, des logements à thème, donc je sais pas, des logements type Harry Potter, ce genre de choses, vraiment des choses qui sortent de l'ordinaire, eh bien en allant sur des villes qui sont avec une forte demande, donc plus de 50 000 habitants minimum, eh bien en se différenciant de la concurrence, eh bien généralement on loue plus souvent et plus cher. Et donc, ce qui fait qu'avec un seul appartement, eh bien, on peut être véritablement rentier. Martin, j'ai une autre question concernant la sous-location. Quelles sont les villes rentables justement pour faire de la sous-location professionnelle? Alors, je pourrais te donner des villes rentables en sous-location parce que nous, on est déjà dessus. Mais il faut savoir qu'il y a des caractéristiques qui sont spécifiques et qui sont aussi du coup assez complémentaires entre les différentes villes qui sont rentables en sous-location. Pour moi, il va y avoir vraiment 3 caractéristiques. Le premier, c'est que c'est une ville qui va être touristique. Le deuxième, c'est une ville où est-ce qu'il y aura aussi beaucoup de travailleurs, ce qui fait qu'il y aura des personnes qui vont être là toute l'année, que ce soit en période de vacances scolaires pour les touristes, mais aussi que ce soit pour les autres périodes qui sont normalement plus creuses pour tout ce qui va être travailleurs. Et donc, ces travailleurs forcément vont louer des logements quand ils vont venir travailler 2-3 semaines, même parfois 1 mois sur place. Et donc, ils peuvent louer directement des Airbnb. Et ensuite, troisièmement, il faut une ville qui va avoir quand même pas mal d'habitants. Donc, en général, au minimum 50 000 habitants. Et du coup, l'avantage de ces villes-là, c'est qu'il y a énormément de densité. Donc, il y a beaucoup de personnes justement pour peu de logements. Forcément, qui dit beaucoup de personnes pour peu de logements dit plus de demandes de logements justement par rapport à l'offre. Et donc, forcément, c'est beaucoup moins compliqué de loger des personnes vu qu'il y aura énormément de personnes qui vont vouloir se loger. Donc, ça, c'est vraiment les 3 caractéristiques des villes qui fonctionnent bien en sous-location. Alors, il y a une question qui est ultra importante et qu'on nous a souvent posée. Quel est le meilleur conseil pour celui qui veut créer un business de conciergerie Airbnb? Alors mon conseil, il va paraître vraiment tout bête, mais c'est vraiment le plus logique du monde. C'est que déjà ça fonctionne pour tout type de business, mais en général, avant de se lancer, eh bien, va falloir acquérir les connaissances nécessaires en amont pour tout d'abord savoir est-ce que c'est possible de le faire, puisque maintenant on est au courant, mais avec Airbnb et selon les villes, eh bien, il y a des réglementations
à connaître. Et ensuite, une fois qu'on a bien pris connaissance de ces réglementations, eh bien, ça va être de comprendre justement comment fonctionne le business, comment faire pour gérer des biens en gestion, en conciergerie. Et une fois que ces deux étapes sont réunies, eh bien, là, je pense qu'on peut débuter dans le business et passer à l'action au maximum. Et forcément, au début, vous allez faire des erreurs, etc. Mais c'est comme dans tout type de business, on apprend vraiment sur le tas. Mais si vous ne découragez pas et que vous continuez de passer à l'action, eh bien, au bout d'un moment, ça va forcément payer. Alors Martin, j'ai une question qui revient aussi assez régulièrement. C'est quelles sont les stratégies qu'on met en place justement pour maximiser les revenus de nos appartements? Ça, c'est assez marrant parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui investissent dans l'immobilier mais qui se posent même pas la question de savoir comment est-ce qu'ils pourraient faire pour optimiser et pour gagner plus d'argent avec leurs appartements. Et nous, on s'en est vraiment rendu compte le jour où on a rentré un appartement d'un propriétaire qui avait déjà 5 logements sur Airbnb et on se rendait compte en fait qu'il optimisait absolument pas son annonce et qui clairement optimisait pas du coup les revenus qu'il pouvait gagner avec ses appartements. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré premièrement un appartement en conciergerie qui est de base juste pour justement le décharger tout ce qui était tâches chronophages, donc pour qu'il travaille moins. Mais on a aussi fait du coup ce travail que je vais t'expliquer et qui est extrêmement important, qui va justement permettre de gagner plus d'argent avec les appartements. Déjà, la première chose, ça va être de se former sur tout ce qui va être SEO et aussi tout ce qui va être aussi référencement sur les différentes plateformes comme Airbnb et Booking. Donc quand on comprend bien justement l'algorithme de ces différentes plateformes et qu'on arrive à créer une annonce qui correspond bien à tout ce qui est critères de référencement, on arrive déjà premièrement à très facilement se faire référencer et forcément plus on sera bien référencé, plus on aura de visibilité et plus on aura du coup de réservation et donc plus on gagnera d'argent. Et deuxièmement, ça va être appliquer des stratégies de prix et de calendrier, donc on appelle yield management, qui vont bien justement s'adapter à la demande, donc au marché. Donc pour ça, du coup, il faudra utiliser différents logiciels comme Pricelabs. On va vraiment étudier tout ce qui est offre, demande, événements, etc. Et une fois qu'on aura vraiment fait cette analyse, on pourra du coup appliquer les bons prix au bon moment. Et donc, on pourra du coup louer plus cher et aussi plus souvent et donc gagner plus d'argent. Ryan, comment est-ce qu'on fait pour décorer une sous-location? Déjà, la première chose, avant de savoir comment faire pour décorer une sous-location, il y a une chose essentielle à prendre en compte, c'est de justement avoir un bon rapport qualité-prix. Parce que lorsque tu as une sous-location, forcément, c'est pas ton logement, donc ça sert à rien de mettre le paquet de fou malade sur la décoration, puisque derrière, c'est un appartement que tu vas pas garder à vie. Par contre, il existe des styles ou des types de logements que tu peux faire en sous-location qui vont pas te coûter très cher, mais qui derrière vont vraiment plaire aux voyageurs et qui vont te permettre d'avoir une bonne rentabilité. Je pense notamment au style scandinave. Ça, c'est quelque chose qui coûte vraiment peu cher, puisque voilà, sur Ikea, il y a vraiment beaucoup de meubles de ce style et c'est une décoration qui est assez vue régulièrement, mais lorsque c'est bien fait, on peut vraiment faire de beaux logements. Ou sinon, il y a aussi une autre technique qui marche plutôt bien et qui est assez peu connue, c'est avec l'application Pinterest. Eh bien, tu peux aller chercher justement des décorations, tu marques décoration logement et tu vas avoir tout type de décoration. Tu vas avoir également les liens des articles et c'est comme ça que tu peux faire des logements un petit peu atypiques avec des couleurs. Voilà, tu essaies de marier certaines couleurs que tu vois pas souvent dans les logements, mais qui derrière peuvent vraiment faire la différence en ayant une belle décoration pour les voyageurs. Après, si on parle de sites pour justement acheter les meubles, eh bien ça va être simple, il va y avoir Ikea, il va y avoir également Amazon et Cdiscount. Ça, c'est trois sites que nous on utilise généralement quand on fait des achats pour nos sous-locations. Martin, j'ai une autre question également. Quelles sont les stratégies qu'on met en place pour maximiser justement le fait d'avoir des avis positifs? Ça, c'est vrai que déjà, premièrement, il faut se concentrer vraiment sur les avis parce que les avis et les commentaires qu'on va avoir sur les différentes plateformes comme Airbnb et Booking, ça va vraiment être le facteur numéro 1 au niveau du référencement. Donc, plus on aura de bons commentaires et plus on aura beaucoup de bons commentaires, plus on sera bien référencé sur la plateforme. Donc, pour ça, du coup, pour avoir de bons commentaires, les deux points qui influencent vraiment le plus sur deux appartements qui sont similaires, premièrement, ça va être tout ce qui va être qualité du ménage. Donc il faut vraiment faire en sorte que le ménage soit bien réalisé et que l'appartement est propre à l'arrivée des différents locataires. Et ensuite, deuxièmement, ça va être tout ce qui va être qualité de la communication, donc que ce soit avant d'arriver sur place, donc expliquer vraiment tout ce qu'il y a dans l'appartement en termes d'équipement, tout ce qu'il y a à savoir, etc. lorsqu'on arrive dans un appartement en location courte durée. Et deuxièmement, ce sera aussi du coup la communication qui va se passer pendant le voyage. Ça, c'est important. Si jamais les voyageurs ont des interrogations, des questions ou des problèmes, il faut être capable d'intervenir très rapidement. Donc ça, Ariane, c'est une question qui peut faire peur. Comment est-ce qu'on fait pour rester à jour au niveau des réglementations en vigueur sur Airbnb?
Alors ça, c'est une question justement que l'on nous pose souvent et pour ça, en fait, ça va être hyper simple. Il va falloir être au point sur les politiques des villes. Et donc pour ça, il y a 2 points à prendre en compte. Est-ce que premièrement déjà, est-ce que ta ville, elle est tournée vers le tourisme? Est-ce que justement, ils font beaucoup de choses pour améliorer, je sais pas, ils mettent en place des choses pour qu'il y ait plus de touristes? Et le deuxième point également à prendre en compte, c'est de savoir également si c'est compliqué de se loger. Et donc pour ça, rien de plus simple. Tu vas sur Le Bon Coin et tu tapes logement en location longue durée. Tu vas dans cette rubrique-là. Et si tu vois que le marché est hyper tendu, donc c'est hyper compliqué pour trouver un logement en location longue durée, eh bien c'est que s'il n'y a pas encore de réglementation en place, c'est qu'à l'avenir c'est peut-être quelque chose qui va arriver, puisque moins il y a de possibilités de se loger, plus il y aura de réglementation. Et enfin, la dernière chose, c'est que s'il y a vraiment une règle, une restriction qui va vraiment limiter les Airbnb dans ta ville, sache que tu seras au courant. Martin, j'ai une question assez intéressante là que justement on nous pose aussi également souvent. Comment garder un bon équilibre entre une vie personnelle épanouie et justement un business qui est en pleine croissance? Donc ça, c'est une question assez délicate et aussi assez difficile parce qu'il faut savoir que aujourd'hui, la plupart des personnes qui vont créer un business vont forcément à partir d'un moment se trouver la tête sous l'eau. Et pour moi, la clé va vraiment se trouver dans l'intensité qu'on va donner à la tâche. C'est-à-dire qu'on va avoir 2 vies, on va avoir la vie personnelle et la vie professionnelle. Et ce qui est ultra important, c'est que lorsqu'on est dans la vie pro, il faut savoir être concentré uniquement sur la vie pro en oubliant le côté perso. Et pour tout ce qui va être aussi vie perso, il faut vraiment faire en sorte justement d'oublier et de mettre de côté la vie pro. Donc pour ça, il y a différents exercices justement qui peuvent exister de pleine conscience, comme tout ce qui est méditation, etc., qui permet justement de nous clarifier un petit peu au niveau des pensées. Et par rapport à toutes les pensées qu'on va avoir qui peuvent parfois en fait être non contrôlées, le but de la méditation, c'est de faire en sorte justement d'apprendre à les contrôler et de bien être conscient de l'instant présent. Et quand on est dans la vie pro, on se concentre uniquement sur la vie pro, et quand on est dans la vie perso, on se concentre uniquement sur la vie perso. Voilà, c'est tout pour les questions d'aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié nos réponses. Si jamais vous aimez ce genre de format, c'est un format un petit peu différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire justement avec les vidéos conciergerie. Si vous voulez nous poser des questions, que ce soit vraiment tout type de questions, on est hyper transparent, que ce soit sur notre vie personnelle, amoureuse, je sais pas, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas vraiment à nous poser des questions. Nous, ça nous fera un plaisir de vous y répondre. Et puis, si vous n'avez pas vu la première vidéo FAQ, elle va apparaître sur l'écran, donc je vous invite vraiment à aller la voir puisqu'elle est vraiment hyper intéressante. On a parlé de beaucoup de choses et également donc pour ceux qui souhaitent se lancer dans le business de conciergerie ou de sous-location, sachez qu'on a une formation gratuite pour ces 2 business. Donc pareil, ça se retrouve dans la description. Vous avez juste à rentrer votre meilleure adresse email et vous allez recevoir votre accès membre à la formation. Et puis si jamais vous voulez discuter avec nous, prendre un appel stratégique, pareil, il y aura un lien Calendly. Vous avez juste à réserver un créneau et ensuite on pourra faire mutuellement connaissance et vous aider à répondre à toutes vos questions. C'était Ryan et Martin de la chaîne Les Rentiers. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.